Et les vents de l'Est vont secouer les cocotiers, disait le ministre français de la coopération Jacques Pelletier, en poste à la fin de la guerre froide. Francis Laloupeau, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. journaliste, essayiste, enseignant en géopolitique et relations internationales et chercheur associé à l'IRIS. Comment résonne en vous cette phrase de l'ancien ministre français: les vents de l'Est vont secouer les cocotiers? Disons que c'était la phrase qu'on pouvait évidemment entendre chez ceux qui se considéraient à l'époque comme les vainqueurs de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait, on disait que le vent de l'Est qui s'était soulevé, donc qui avait ébranlé, même mis fin à l'Union soviétique, et soufflait également en Afrique, soufflait dans les pays d'Afrique. Il faut se rappeler qu'en fait, l'Afrique à l'époque était divisée en deux camps idéologiques bien marqués. L'Afrique était à l'époque très associée au mouvement du monde, à la guerre froide. Donc, il y avait l'Afrique verte et il y avait l'Afrique rouge. Donc, l'Afrique rouge associée, donc alliée à l'Union soviétique. Et il s'est passé deux mouvements concomitamment, en fait, en Union soviétique et dans ces pays-là. C'est, je dirais, l'épisode de la faillite généralisée. C'est-à-dire l'Union soviétique en déclin, faillite sociale, faillite économique, faillite des fameux plans quinquennaux, de tous les équilibres sociaux et économiques, en fait. Et dans le même temps, les pays alliés à l'Union soviétique, on peut penser au Bénin, on peut penser au Congo-Brazzaville, à l'Éthiopie, qui était en guerre, d'ailleurs, l'Éthiopie à l'époque, la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Alors, tous ces pays-là aussi étaient arrivés à bout de souffle. Et c'était des pays qui étaient dirigés à l'époque par des régimes très autoritaires. Mais du coup, comme l'Union soviétique. Gorbatchev, comment a été perçu, en fait, Alors, dans ces pays-là, au moins? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, Gorbatchev, qui était un réformateur, parce que Gorbatchev, au fond, c'est une sorte de malentendu historique, parce qu'il ne voulait pas détruire l'Union soviétique. Il voulait plutôt réformer l'Union soviétique. Et il avait fait un constat lucide, en tant que communiste lucide, de cette Union soviétique. Il voulait réformer l'Union soviétique, sauf que l'Union soviétique, dans l'état où il a pris, en quelque sorte, n'avait plus les ressources nécessaires pour être réformé. Et il s'est transformé en syndic de faillite, en fait, de l'Union soviétique. Alors, vis-à-vis de l'Afrique, il avait aussi, je dirais, une attitude, en tout cas un projet de réforme aussi des relations entre les pays africains et l'Union soviétique. Il disait d'ailleurs qu'il valait mieux dynamiser les économies africaines, sortir les pays africains de la famine, de la pauvreté, de la logique de la pauvreté, plutôt que de continuer à dépenser des sommes faramineuses dans les guerres, dans l'armement, etc. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans le sujet de l'or de Matos. Et pendant la perestroïka, il avait convoqué d'ailleurs des intellectuels et des académiciens pour leur demander de réfléchir justement sur ces réformes entre l'Union soviétique et les pays africains pour mettre en place, disait-il déjà, des modèles politiques et économiques susceptibles donc de sortir ces pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque, de la difficulté économique. Donc réforme de l'Union soviétique, projet de réforme également en Afrique, et dans les deux cas évidemment le déclin était inéluctable. Alors on va peut-être revenir un petit peu en arrière pendant cette vraie période de guerre froide. Quelle était la place des mouvements anticoloniaux dans tout ça? Alors, l'Union soviétique a été à l'avant-garde, je veux dire, de soutien à ces mouvements, aux mouvements indépendantistes, aux mouvements de libération. On l'a vu, évidemment, je veux dire, le mouvement emblématique étant l'ANC. En Afrique du Sud. L'ANC de l'Afrique du Sud. L'intervention de l'Union soviétique également auprès du MPLA en Angola, avec des soldats cubains qui étaient donc envoyés pour soutenir la guerre du MPLA contre l'UNITA. Mais c'était aussi une manière, je dirais, pour les deux blocs, je dirais, de se faire la guerre par procuration sur le sol africain. En fait, c'était les États-Unis et l'Union soviétique qui se combattaient à travers l'UNITA et le MPLA. En tout cas, l'Union soviétique a soutenu fortement, il faut bien le dire, les indépendances africaines, les mouvements de libération. Mais en contrepartie, il y avait aussi un deal idéologique. C'est que l'Union soviétique apportait ce soutien, y compris militaire, en raison, disait-on à l'époque, du changement international des rapports de force et aussi au nom de la victoire finale du communisme du type soviétique. Militairement et financièrement, ce soutien. Financièrement, surtout militairement, et aussi avec évidemment ce dogme évidemment qui soutenait, c'était le socle en fait de soutien, le dogme communiste en tout cas de type soviétique. Et il se trouve qu'entre 1949 et 1991, quelques 60 000 jeunes Africains ont été formés dans des universités et collèges soviétiques. Bon moyen pour gagner les cœurs et les esprits là aussi.
Oui, alors je dirais que c'est un protocole qui est propre à tous les grands pays, à toutes les grandes puissances. Les États-Unis l'ont fait, la France également à l'époque, les anciennes puissances coloniales. Et l'Union soviétique avait effectivement ouvert son université, Patrice Lumumba, aux étudiants africains. Alors c'était assez contrasté parce que les étudiants qui partaient en Union soviétique pour étudier revenaient avec, disons, des sentiments assez mitigés. Bon, il y avait évidemment le séjour qui était un peu compliqué du fait de la langue, pour les francophones notamment, mais il y avait aussi, je dirais, cette chape de plomb qui faisait que ces étudiants avaient très peu de relations, très peu de contacts avec les autochtones, si je puis dire, avec les Russes. Et c'est vrai qu'il y a toute une jeunesse, toute une génération, la mienne notamment, qui avait soutenu évidemment le projet communiste soviétique. Mais avec, je dirais, un comportement contradictoire, parce que d'un côté, il y avait ce soutien idéologique au nom des indépendances, au nom de la libération de l'Afrique du Sud, au nom de la libération du Mozambique, etc. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on ne pouvait pas soutenir un régime autoritaire, un régime à parti unique, un régime où le glacier autoritaire était la règle, et en même temps, ce type de régime qui s'étendait aussi en Afrique, parce que c'est quand même aussi l'Union soviétique qui a conforté les partis uniques et les régimes autoritaires. Et parmi ces jeunes du continent qui ont fait leurs études à Moscou, il y a le docteur Souleymane Antandiaï. Il était correspondant à Moscou pour la presse sénégalaise, enseignant et ancien diplomate à Moscou. Je vous propose de l'écouter au micro de Mbaye Ndir. Les répercussions en Afrique, c'est que quand il a commencé sa perestroïka et sa glasnost, les pays africains qui s'étaient alignés sur la ligne de conduite soviétique ont commencé à sentir une sorte de faiblissement, une sorte d'angoisse, parce qu'ils se sentaient délaissés un peu, petit à petit. Alors, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant Gorbatchev, en Union soviétique, il y a eu ce qu'on a appelé le uskorenye. Uskorenye qu'a pratiqué son prédécesseur Andropov. L'uskorenye, ça signifie l'accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système soviétique était un peu essoufflé et on tentait de l'intérieur de le relancer. Alors, donc, au niveau de l'Afrique, nous pouvons, in fine, la plupart des pays africains, en tout cas, qui étaient alignés sur la ligne de conduite soviétique, se sont sentis quand même délaissés petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Américains ont pour la première fois bombardé la Libye? Il faut le rappeler, les premiers bombardements des Américains sur Tripoli, mais datent de l'époque de Gorbatchev. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ces bombardements? Gorbatchev, l'Union soviétique n'a pas réagi. L'allié, ou alors l'un des alliés les plus proches de la Libye, face au bombardement américain, n'a pas réagi. C'était un signe annonciateur. Mais il faut y ajouter aussi le voyage de Gorbatchev à Londres, chez Margaret Thatcher, l'une des plus anti-soviétiques personnalités occidentales. Alors, de l'intérieur, il y a eu des observateurs qui ont pensé que Gorbatchev était en train de déclencher un processus qui pourrait être fatal à l'Union soviétique. Concrètement, la politique de Gorbatchev par rapport à l'Afrique signifiait pour les Africains qui étaient, pour certains d'entre eux, alignés sur l'Union soviétique, qui recevaient une aide considérable de l'Union soviétique, dans le cadre de la formation des étudiants au niveau diplomatique et même au niveau des échanges économiques. Il faut dire qu'il y a eu quand même une sorte de désert qui a commencé à se dessiner avec l'arrivée de Gorbatchev. Donc les partis communistes africains, pour beaucoup, ont connu une sorte de désarroi, puisqu'ils ne savaient plus sur quel pied danser, puisque le parti père, si on peut s'exprimer comme ça, avait remis en cause beaucoup de principes de l'idéologie communiste. Il faut aussi dire que l'Occident, qui veillait au grain, donc avec l'arrivée de Gorbatchev, a pu s'introduire dans beaucoup de pays qui étaient exclusivement sous, disons, l'influence soviétique. Donc l'Afrique a vécu de cette manière-là le règne de Gorbatchev. Et finalement, le règne de Gorbatchev a mené à la chute du mur de Berlin, mais aussi à l'éclatement de l'Union soviétique. L'éclatement de l'Union soviétique a été vécu par beaucoup de pays africains comme, disons, un instant déstabilisateur. Parce que quoi qu'on dise, l'Union soviétique
représentait une force qui permettait un certain équilibre dans le monde. Et du coup, là, il y a les années Yeltsin, dans les années 90, changement de ton radical, on peut le dire. Changement de ton radical, changement de système. Et alors, c'est un paradoxe parce qu'en fait, Yeltsin était le tombeur de Gorbatchev, mais finalement, il a parachevé le chemin que dessinait Gorbatchev, de certaine manière. Et après Yeltsin, évidemment, c'était une ère nouvelle qui s'annonçait pour ce pays qui décrochait définitivement après la fin de l'Union soviétique, qui décrochait avec le dogme communiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore en Union soviétique une grande nostalgie de cette Union soviétique, et surtout, je dirais, une nostalgie de l'Empire, parce que c'était quand même l'État fédéral le plus étendu au monde. 24,5 millions de kilomètres carrés, quand même, c'était l'État le plus important. Il y a, je dirais, ce rêve un peu, je dirais, du paradis perdu, même chez certains Russes, je dirais pas certains ex-soviétiques, mais en tout cas, en Russie en tout cas, ce sentiment est assez prégnant et qui pèse encore aujourd'hui d'ailleurs sur l'actualité. Et vous en parlez un petit peu, oui, sur l'actualité. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que le soutien que reçoit la Russie de Poutine aujourd'hui au Mali, en Centrafrique, est lié à cette stratégie russe de l'époque ? Alors, donc, je vais d'abord préciser qu'en fait, il y a l'époque de l'Union soviétique a modifié aussi, d'une certaine manière, la sociologie générale en Afrique. On parlait des étudiants qui allaient à l'époque à l'université Patrice Lumumba. Donc, il y avait ceux qui allaient en Union soviétique étudier, et puis il y avait des étudiants qui étudiaient en Occident et qui se retrouvaient ensuite sur le sol africain pour ensuite gérer les affaires de l'État. Il y avait, comme je dirais, deux cultures politiques qui se côtoyaient et qui se côtoient encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui aux commandes de certains États, notamment au Mali, des anciens étudiants qui ont fait les études, des Maliens qui ont fait les études en Union soviétique. On en trouve également au Congo ou un peu partout. Alors, pour répondre à votre question, ce qu'il faut dire, c'est que on confond souvent le soutien qui est apporté aujourd'hui par la Russie de Poutine avec celui apporté autrefois par l'Union soviétique, comme s'il y avait une continuité. Mais en réalité, il faut bien le dire, le socle idéologique qui, à l'époque, fondait, en quelque sorte, le soutien de l'Union soviétique aux pays africains n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, la Russie n'est pas une Russie communiste, c'est plutôt une Russie, disons, politiquement hybride, entre un capitalisme, disons, non assumé, mais en tout cas réel, et puis d'autre part, un régime autoritaire, une autocratie parfaitement assumée, quoi. Et c'est quand même cette Russie de Poutine qui apporte aujourd'hui son soutien aux pays africains au nom de je ne sais quelle idéologie, mais je dirais plutôt c'est au nom d'une forme de revanche. Cette revanche, ce sentiment de revanche qui a toujours été présent depuis la fin de la guerre froide, parce qu'il y a eu des comptes mal soldés de la guerre froide. Et depuis 30 ans, au fond, on assiste à une cohabitation entre, d'un côté, ceux qui sont considérés comme les vainqueurs de la guerre froide, avec d'ailleurs une certaine arrogance, les États-Unis en tête, qui ont proclamé un nouvel ordre mondial unilatéralement après la fin de la guerre froide. D'ailleurs, Gorbatchev en était très amer en disant « Nous avons fait un deal, nous avons fait un pacte avec les États-Unis, c'était justement de préserver la paix dans le monde et d'avancer ensemble. » Mais les États-Unis ont, eux, unilatéralement proclamé leur victoire contre l'Union soviétique. Et donc, il y a donc cette partie du monde, ceux qui se considèrent comme les vainqueurs de la guerre froide. De l'autre côté, vous avez les nostalgiques de l'Empire soviétique en Russie, et ceux qui ont entretenu depuis 30 ans, au fond, je dirais, le sentiment, un besoin d'un nouveau tour de revanche. Et nous sommes entrés aujourd'hui en Russie, dans le monde, et aussi en Afrique, dans l'ère des revanches. Et un mot peut-être, vous en parlez vite fait, il nous reste vraiment quelques secondes, une poignée de secondes, mais sur le multipartisme, le début du multipartisme et cette nouvelle donne géopolitique en Afrique avec la chute de l'URSS. Alors en quelques lignes, évidemment, en quelques mots, très rapidement, vous parlez du vent d'Est qui avait soufflé depuis l'Est justement et qui avait atteint les pays africains. C'est vrai que la fin de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, d'ailleurs il faut mentionner les deux éléments, ont ouvert la voie à la démocratisation, au processus de démocratisation dans les pays africains. Ce processus n'est pas encore achevé, il continue encore avec des fortunes diverses. Francis Loupo, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, enseignant et chercheur associé à l'IRIS. Merci.